Good morning, this is a small ESA music. Good morning, my name is Jules Grandsire. Guten Morgen, willkommen in Deutschland. Bonjour. Cet événement, on va le faire en français aujourd'hui puisque nous avons une audience majoritairement française. Qui ne parle pas français dans l'audience ? Très bien. Et vous n'êtes pas tout seul, on fait partie de la conversation globale aujourd'hui puisqu'on a nos amis qui sont sur le live stream, donc on est en direct sur le web pour tout le monde. Bienvenue dans ce qui est ici le centre européen des astronautes. Il n'y a pas d'autres centres comme ceci en Europe. C'est le Houston, c'est le Star City européen. C'est ici où tous les astronautes qui veulent et qui sont prêts à voler sur la Station spatiale internationale que vous voyez au-dessus de moi, eh bien, viennent ici à Cologne pour s'entraîner. On a cette semaine, par exemple, Janet Epps, qui va voler l'année prochaine avec notre astronaute de l'ESA, Alexander Gerst, qui s'entraîne aujourd'hui ici, une astronaute de la NASA. Et c'est non seulement l'endroit où tous les astronautes viennent s'entraîner en Europe, mais c'est aussi l'endroit où tous les astronautes de l'ESA retournent, en tout cas pour la plupart, directement après avoir subi, en tout cas après avoir atterri dans les steppes du Kazakhstan. C'est ce qui s'est passé pour quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, qui vient de passer 196 jours dans l'espace, dont 12h38, figurez-vous, à l'extérieur de la station spatiale, donc dans ce qu'on appelle une sortie extravéhiculaire dans ce scaphandre. Il a même battu un record, peut-être que vous l'avez vu, la semaine du 6 mars. Eh bien, l'équipage de notre collègue a battu le record de science effectuée à bord de la Station spatiale internationale pendant une semaine, avec 86 heures de science effectuées. Et bien, grâce à sa mission, Proxima, grâce à lui, mais aussi grâce aux collègues ici de l'ESA, grâce à nos partenaires du CNES et beaucoup d'autres, eh bien, des milliers de professeurs qui nous ont écrit ici à Cologne ont pu faire travailler leurs élèves, inspirer les enfants qui viennent à l'école et faire monter un petit peu l'intérêt pour l'espace, pour les sciences, pour l'ingénierie, pour former et motiver ces jeunes à s'engager dans ce genre de carrière. Celui qui est avec nous aujourd'hui, que je viens de décrire depuis 2 minutes, là, c'est quelqu'un qui vient de passer d'un emploi du temps qui ressemble à ça, qui est celui de la station spatiale, un emploi du temps qui ressemble à ça. Ouais, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Ça, c'est l'emploi du temps qu'il a maintenant. Et vous voyez, ce n'est pas beaucoup plus relax, en tout cas. Je lui demande de nous rejoindre sur scène tout de suite. C'est l'astronaute de l'ESA, Thomas Pesquet. Bonjour Thomas. Bonjour Jules, bonjour à tous. Donc ça, c'est pas un secret, c'est ton emploi du temps pour cette semaine, je te le donne. Merci. Petit verre d'eau, parce que c'est notre médecin qui m'a dit d'aller bien s'hydrater. Comment ça va ? Eh ben, écoute, ça va très bien, merci. Je suis très content d'être de retour ici au Centre européen des astronautes. Dès vendredi soir, en fait, j'étais là, à peine 12 heures après l'atterrissage. Donc il y avait toute une équipe de l'ESA qui m'attendait sur place, avec des médecins, des gens opérationnels qui sont bien occupés de moi. Le retour, c'est un peu difficile au début, évidemment. Après 6 mois à flotter comme un papillon dans la station spatiale, retrouver la gravité, c'est difficile. L'équilibre est un peu modifié, mais on pourra en parler. Mais après environ 12 heures, à partir du samedi midi, donc ça a commencé à aller très très bien. Et depuis, on progresse tous les jours. Là, je sors de 2 heures dans la salle de gym où j'étais un peu torturé. Mais c'est pour mon bien, du moins c'est ce qu'on me dit. Donc tout va très bien, et puis voilà, un programme chargé, il va falloir terminer la mission. Ça consiste à participer à donner beaucoup de prélèvements pour les expériences scientifiques. Ça se passe avant la mission, pendant la mission, après la mission. Donc ça va durer encore quelques semaines pendant lesquelles je serai aux mains des scientifiques et des médecins, essentiellement ici à l'EAC, mais aussi à Houston et à Moscou. Voilà. Bon, on ne perd pas de temps, on a jusqu'à midi, c'est un petit peu la limite qu'on m'a donnée ici pour nous. Eh bien, je propose de commencer avec les questions. Alessandra Valo, ici, porte le micro, donc faites-lui juste un signe. On commence avec tout de suite la première question.
Bonjour Thomas Pesquet, Christine Chapelle pour TF1 et LCI. D'abord, bienvenue sur Terre. Merci Christine. Je voudrais savoir ce que tu as ressenti lorsque la porte du Soyouz s'est ouverte et que tu as eu la première bouffée d'air frais. Écoute, c'est vrai que de l'air frais, j'en ai pas eu pendant 6 mois. C'était un peu le même air qu'on respirait tout le temps. Écoute, c'était un soulagement parce que la rentrée atmosphérique, c'est un moment dynamique, c'est un moment un peu risqué. Avec le lancement, c'est certainement la phase la plus risquée du vol, avec aussi les sorties extravéhiculaires. C'est spectaculaire, ça bouge dans tous les sens, il y a un côté feu d'artifice. Donc on est quand même content de rentrer, de toucher le sol en bonne santé. Et puis voilà, quand ça s'ouvre, on voit des visages connus, des gens du centre de préparation des astronautes russes qui viennent nous récupérer. Et puis cette première bouffée d'air frais, c'est un peu une overdose de sensations. C'est des odeurs qu'on n'a pas connues, l'odeur de la steppe, l'odeur de l'herbe un peu mouillée. On s'est posé pas très loin d'une flaque. D'ailleurs, on aurait pu tomber dedans, ça aurait pas été génial. Et puis des couleurs, moi j'avais l'impression que c'était un peu comme tourner le contraste de la télé au maximum, en fait, comme regarder la télé avec le contraste à fond, parce qu'on n'était plus habitué à tout ça. Le vent, et ce qui était assez drôle, c'est que je sentais même le savon des gens ou le déodorant des gens qui étaient venus nous chercher, parce qu'on n'est plus habitué à tout ça, on a le sens de l'odorat un peu inhibé, et du coup je sentais vraiment tout ça. Je disais, les gens sont vraiment super propres aujourd'hui. Non, c'est juste que peut-être nous on n'a pas été super propres pendant 6 mois, et eux ils étaient juste normaux, mais c'était ça, c'était un peu une overdose de tous les sens en même temps. Une autre question? On est bon pour le son, là, il y avait un commentaire sur le... Ça marche pas bien. Ok, je vais donner ce micro-là. 1, 2, 1, 2, non. Non, pas de téléphone. Vas-y. Bonjour Thomas, une question pour la Cité de l'espace. Vous avez emmené une pierre de Mars qu'on vous a confiée à l'eau, vous en avez fait un très beau symbole de l'exploration robotique habitée. Et justement, habitée, vu ce que vous avez subi et votre état au retour, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous seriez capable de faire une mission scientifique sur Mars après un voyage de 6 à 9 mois? C'est une bonne question. En fait, on a même des études scientifiques qui regardent ça spécifiquement. Moi, j'ai pas participé à ça. J'avais signé, mais il y avait déjà assez de sujets. Mais par exemple, Oleg, mon collègue russe, immédiatement après le retour, lui, il est allé faire du rameur, des tests un peu difficiles pour voir jusqu'où il pouvait aller, pour voir à quel point son sens de l'équilibre était un peu abîmé, de voir à quel point il allait pouvoir être efficace dans le scénario d'une mission d'exploration au long cours. Donc ça, c'est intéressant. On essaie de vraiment avoir des réponses scientifiques à ça, pas juste mon impression à moi, de me dire « Ah oui, je pourrais le faire » ou alors « Oh là là, non, ce serait difficile ». Mais en tout cas, sur Mars, il faut rappeler qu'il y a quand même moins de gravité que sur Terre, donc le retour serait un petit peu moins difficile. Je pense qu'il faut quelques heures. Moi, honnêtement, les 12 premières heures, ça aurait été un peu compliqué de faire du travail physique, parce que mon équilibre n'était pas très bon, parce que quand je tournais trop la tête, j'avais un peu des vertiges, donc c'est pour ça qu'il y avait des médecins qui m'aidaient. Mais ça, on serait habitué assez vite en fait. Moi, au bout de 12 heures, j'étais fonctionnel quand même. Donc, je pouvais marcher, alors pas en état de courir un marathon évidemment, mais je pouvais marcher, monter les escaliers, tourner, mettre mes chaussettes tout seul, des choses comme ça. Donc c'est une question intéressante, mais on y répond scientifiquement. Cette étude s'appelle Field Test. Elle a pour vocation justement d'avoir des réponses prouvées, des réponses scientifiques, et de dire voilà, il faudra tant de temps dans tel état de gravité, et puis on planifiera en conséquence. On n'ira pas envoyer des gens creuser des tranchées dans les 2 premières heures après avoir touché la surface de Mars. De toute façon, quand on ira au long cours. On n'ira pas pour une semaine, on ira pour 6 mois. Donc, à mon avis, ça ne posera pas de problème. Question? Ici devant, peut-être, non? Bonjour Thomas, Simon Rosé pour RFI. On t'a vu dans le Soyouz retour énormément parler avec Oleg. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé avec ton équipage? Oui, bien sûr. Alors déjà, la particularité, c'était qu'on n'était que 2. On est parti à 3, on est revenu à 2. Donc on a laissé Peggy derrière nous, alors entre les mains très très capables de Fyodor et Jack Fisher. Mais c'était quand même un peu étrange. On était un peu triste de la laisser derrière. On s'est entraînés ensemble, on formait un équipage, c'est un peu comme une famille réduite. Et puis il a fallu la laisser derrière, donc c'était un moment un peu spécial. Et puis voilà, et à sa place, on avait aussi du cargo. Donc ça modifiait un petit peu les procédures parce qu'il y avait des choses qu'elle fait normalement dans le Soyouz. Et là, évidemment, il fallait qu'on se répartisse ça entre nous avec collègues, mais c'est pas très très grave.
Et puis voilà, la rentrée atmosphérique, Oleg, il avait déjà connu ça, donc lui, il me distillait beaucoup de conseils au fur et à mesure. Il me disait, bah voilà, Thomas, là, maintenant, il va se passer ça. Profite quand tu commences à sentir la gravité qui t'enfonce dans le siège, bah, profite-en pour serrer tes sangles de plus en plus. Et puis, plus il y a de la gravité, plus ça va t'enfoncer dans le siège, plus tu serres les sangles, des choses comme ça. Et puis, dans les moments où, par exemple, il fallait attendre entre la manœuvre de freinage et puis la séparation du véhicule, bah, on se racontait, on discutait de choses et d'autres. Il y avait Luca Parmitano qui était au centre de contrôle de Moscou, donc on a même failli discuter un peu avec lui à un moment, enfin du moins on a eu quelques échanges. Donc ça s'est passé de manière assez sereine, j'ai envie de dire. On l'avait beaucoup répété au simulateur évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas répéter, encore une fois le côté feu d'artifice, le côté quand le parachute s'ouvre, il y a 20-25 secondes où la capsule est brinque-ballée dans tous les sens, ça on ne peut pas s'y attendre. Mais au final, c'est plutôt sympa. C'est un côté, moi je trouvais fête foraine, un peu montagne russe, c'est le cas de le dire. Et voilà, ça s'est bien passé. Oleg, lui, il était très serein parce que de toute façon, c'est le gars le plus calme du monde. Je crois que je l'ai jamais vu perdre son sang-froid une seule fois. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on se connaît quand même. Donc non, c'était des bons souvenirs. On a des vidéos, on a des GoPro opérationnels dans le Soyuz. Ben, j'espère que je pourrai voir ce film-là pour voir si la réalité correspond à mon souvenir. Question ici, Lia. Vas-y. Oui, bonjour, Fabien Crombé pour BFM TV. Vous êtes entraîné pendant 7 ans pour faire ce voyage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou tout avait déjà été appris ? Non, il y a des choses qui m'ont surpris. Il faut voir qu'un vol au long cours de 6 mois dans la station spatiale, c'est l'objet le plus complexe qui ait jamais été conçu, je pense. À mon humble avis, évidemment, il n'y a pas de manière objective de dire ça c'est plus complexe que ça, mais à mon avis, on n'a pas fait mieux. On ne peut pas tout savoir par cœur et c'est pour ça qu'on a le centre de contrôle qui nous aide. Il y a des choses auxquelles on doit faire face, donc on s'entraîne vraiment à fond là-dessus. Par exemple, tout ce qui est urgence, secours, parce que ça, il va falloir réagir vite, il ne va pas falloir penser, on n'a pas le temps d'appeler le centre de contrôle et leur dire écoutez, on a le feu, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Mais pour beaucoup d'autres choses, eh ben, on se sert de la connaissance qui est au sol parce qu'on ne pourrait pas tout savoir. Ce serait trop de choses pour une seule et même personne. Donc je pense que sur une mission de 6 mois, bien que je me sois entraîné pendant 7 ans, il y a peut-être 25-30% des activités que j'ai faites que j'ai découvertes à bord. Mais ça marche très bien parce qu'on a des procédures qui sont écrites de manière absolument logique et absolument claire. Encore une fois, on a le centre de contrôle qui est là pour nous aider. Donc la répartition, c'est un petit peu ça. Il y a 75% de choses qu'on sait faire, qu'on saurait faire tout seul, et puis 25-30% de choses qu'on découvre. Mais ça se passe en général toujours bien parce que ces choses-là, on fait en sorte qu'évidemment, ce ne soient pas les plus critiques. Bonjour Thomas, Gaëlle Joly, France Info. Il se passe quoi une fois qu'on a réalisé son rêve ? C'est une bonne question. Alors moi, je n'ai pas encore fini, je pense, de le réaliser, parce qu'encore une fois, la mission ne s'est pas encore arrêtée pour moi. Hein. Moi, je suis encore un peu la tête dans le guidon, si vous me permettez l'expression, pour quelques semaines. Donc là, on est encore dans le rêve, là. Le rêve, alors disons que prise de sang, analyse, etc., remise en forme, c'est pas tellement le rêve, mais disons que le travail n'est pas fini. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, il faut finir le boulot. Retourner sur Terre, c'était évidemment une grande étape. Hein. C'était un grand pas à franchir, mais il y a encore quelques semaines de boulot. Et puis, ça va se faire petit à petit, je pense. Les activités vont diminuer, pas du jour au lendemain, mais doucement. Et puis un jour, dans quelques mois, je vais me dire, bon, ben voilà, maintenant, c'est vraiment terminé, il va falloir faire autre chose. La chance qu'on a à l'Agence spatiale européenne, c'est qu'on a beaucoup de missions dans l'espace. Là, mes collègues Alexander Gerst, Luca Parmitano sont déjà en train de préparer leur 2e mission. C'est quand même je pense un bon taux de réussite pour les astronautes de ma promotion. Donc on peut peut-être imaginer... alors je parle sous contrôle, Jules, tu m'as dit qu'il n'y a pas de grand manager aujourd'hui, donc je peux dire ce que je veux, que je retournerai dans l'espace assez rapidement, peut-être, on verra. Et ça fera un nouveau rêve, ça fera un nouveau challenge. Il faut toujours avoir quelque chose en ligne de mire. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se dire maintenant c'est derrière soi et puis on se laisse aller. Moi, je trouve qu'il faut toujours avoir quelque chose dans le viseur, un objectif pour se maintenir concentré et faire de son mieux tous les jours. Mais pour être précis, juste préciser un point sur ce point-là. Paolo Nespoli, astronaute de l'ESA, part fin juillet pour 6 mois sur la station spatiale, 4 mois et demi certainement. Alexander Gerst, aussi de la promotion de Thomas Pesquet en avril 2018. Luca Parmitano en 2019.
Et ensuite, dans sa conférence de presse de janvier cette année, notre directeur général, Yann Werner, s'est engagé à tout faire pour offrir aux astronautes de la sélection 2009 une seconde mission. Question suivante, ici devant. Je vous passe le bonjour de Michel Chevalet de CNews, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc une question de Michel Chevalet de CNews. Thomas Pesquet, avez-vous réfléchi à l'après-espace ? L'après-espace pour moi, tu veux dire, pour ce qui va se passer pour moi ? Non, pas vraiment, parce qu'on a tellement de choses à faire. En fait, cette mission, elle a tellement occupé ma vie professionnelle, mais aussi elle a beaucoup empiété sur ma vie privée. Il n'y avait plus vraiment de différence entre ce qui était de l'ordre du travail et ce qui était de l'ordre du perso, hein, pendant les quelques dernières années, parce que évidemment, c'est beaucoup de boulot, ça demande beaucoup de concentration, de disponibilité. Donc ce qui va se passer après, écoute, pour l'instant, on va terminer la mission. Ensuite, de manière assez classique à l'ESA, une fois que les astronautes ont volé, il y a à peu près 6 mois, je pense, après la mission, où on appartient aux scientifiques, et puis on va faire la phase d'après-mission. Après ces 6 mois-là, on retourne dans le pot commun un petit peu, et puis on est disponible pour être désigné sur une nouvelle mission. Et en attendant d'être désigné sur une nouvelle mission, on va essayer de contribuer au projet de l'Agence spatiale européenne au sol, ici, au centre des astronautes, du mieux qu'on peut. Donc ça consiste à travailler ici, à participer à des projets, voilà, à se rendre utile, tout bêtement. Et ensuite, on verra s'il y a une autre mission m'attend, mais pour l'instant, je ne regarde pas plus loin que ça. À nouveau, Christine Chapelle pour TF1 LCI. Est-ce que vous avez été tenté de regarder le ciel ces jours-ci pour apercevoir la station spatiale? Lucas Parmitano avait dit qu'il lui avait fallu près d'1 mois avant de pouvoir regarder le ciel sans pleurer. Est-ce que vous avez été tenté d'essayer de voir la station? Non, j'ai pas été tenté, mais Lucas il dit ça parce qu'il a son côté un peu romanesque, un peu italien. Mais j'ai pas été tenté parce que finalement ça fait pas très longtemps que je suis là, et puis encore une fois on a été bien occupés depuis samedi, on n'a pas trop eu le temps de se reposer. Et puis là, j'ai été beaucoup tenté de regarder autour de moi d'abord, de me réapproprier cet environnement-là, la nature, les arbres, les gens. J'ai pas encore eu le temps de regarder mon téléphone et de checker les messages de tous les gens qui m'ont souhaité la bienvenue, très gentiment. Mais voilà, ça va revenir petit à petit. Par contre, je pense à mes collègues qui sont restés là-haut parce qu'il y a beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont restés à 3. On était 5 avant, 6, 5. Maintenant, ils sont 3 pendant une petite période. Et c'est une période qui, malheureusement, enfin, heureusement pour le programme de la Station spatiale, mais malheureusement pour eux, va être très chargée avec beaucoup d'expériences scientifiques. Le Dragon de SpaceX vient d'être arrimé à la Station spatiale. Donc ils vont beaucoup bosser. Donc ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression de les avoir abandonnés et j'aime pas ce sentiment-là. Donc on s'est déjà envoyé des emails. Et puis je vais essayer de suivre tout ce qu'ils font. Mais j'ai pas de doute qu'ils vont bosser de manière absolument professionnelle parce que Peggy et Jack et Fyodor, c'est des gens expérimentés et des gens talentueux. Mais quelque part, c'est cette pensée-là qui me relie encore un petit peu à eux. Je me dis, mince, j'aurais bien aimé être là pour les aider, pour finir le boulot. Et là, ça m'embête que j'ai l'impression que ma part de boulot, ils vont être obligés de se la répartir. Et j'aime pas ça. Simon ? Oui, de nouveau Simon Rosé de RFI. Parmi toutes les expériences scientifiques que vous avez faites, laquelle vous tient le plus à cœur? Celle que vous avez envie de suivre et de voir les résultats? Alors effectivement, il y en a eu beaucoup, hein, côté américain, côté européen, côté français. Je pense qu'une de celles qui m'a tenu le plus à cœur, c'est l'expérience MARES, qui est gérée par le CADMOS à Toulouse, qui regarde en fait vraiment finement ce qui se passe dans les muscles en impesanteur. Et celle-là, elle me tient à cœur parce que ça fait longtemps qu'on a le matériel à bord, on n'avait pas bien réussi à l'utiliser, on a vu des problèmes. Et puis finalement, on s'est dit, allez, on va quand même essayer parce que c'est dommage, c'est un matériel complexe. Et puis on y est arrivé en fait, ça nous a pris beaucoup de boulot, moi ça m'a occupé presque une semaine entière, mais on a réussi à faire marcher cette manipulation-là 3 fois en fait au cours de la mission. Et puis maintenant, maintenant ça fonctionne. Maintenant, Paolo, juste après moi, va participer à l'expérience, Alex, je ne sais pas, mais il me semble que oui aussi. Et voilà, on a réussi à sauver un peu cette expérience-là, à faire marcher quelque chose de complexe. Et puis, moi, ça m'a donné un sentiment de satisfaction professionnelle parce qu'on n'envoie pas les astronautes pour prendre des photos, contrairement à ce que les gens parfois ont l'impression de croire. C'est peut-être un peu ma faute parce que j'ai partagé ça, mais on envoie les astronautes pour faire marcher les équipements, pour faire marcher les expériences scientifiques. Donc ça, c'était challenging, mais au final, c'était un succès. Donc moi, ça me tient un peu à cœur.
Bonjour Thomas, Pauline Leroy des journaux pour enfants, Le Petit Quotidien, Mon Quotidien. Tu as beaucoup échangé avec des gens au sol dans des conférences pendant ta mission, en particulier avec des enfants. Est-ce qu'il y a un commentaire ou une question d'enfant qui t'a toi particulièrement frappé ou ému ou surpris pendant la mission ? Oui, il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien les questions des enfants parce qu'en général, elles sont hyper pertinentes et puis c'est des choses qu'on n'a pas forcément anticipées. Mais il y a eu des choses un peu surprenantes, comme par exemple, pas forcément toujours dans le côté drôle, parfois uniquement dans le surprenant. Il y a la question qu'on m'a posée, qui m'a vraiment surpris, m'a dit « Mais si quelqu'un meurt à bord de la station spatiale, qu'est-ce que vous en faites ?» Et alors je ne le savais pas. Et je me suis ça fait 7 ans que je m'entraîne pour un vol dans l'espace. J'avais l'impression de tout savoir. Et une question aussi basique que ça, j'en avais aucune idée en fait. Je me suis dit, bah mince, ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on ferait ? Comment on ferait ? Ce serait pas... Et donc je me suis un peu renseigné. Et finalement, il apparaît qu'il y a des procédures. Il y a même des équipements pour ça. Mais on n'aime pas trop on n'aime pas trop entraîner les astronautes là-dessus, parce que c'est un côté quand même un petit peu pas très joyeux. Donc voilà, une question d'enfant qui m'a un peu désarçonné. Je suis désolé, c'est peut-être pas la plus mignonne, mais en tout cas, c'est celle à laquelle j'ai vraiment pas su répondre du tout. Prochaine question. Bonjour Thomas, Jeanne Benzina pour France 2. Vous parliez des sensations retrouvées. Est-ce que certaines sont oubliées dans l'espace ou vous ont manqué ? Et lesquelles ? Des sensations que j'aurais laissées dans l'espace ou qui m'auraient manqué ? Des odeurs, des expériences, des sentiments La sensation de flotter, c'est quand même très très agréable. Hein. C'est une sensation de liberté totale. Là, aujourd'hui, chaque mouvement me coûte un petit peu. Alors ça s'efface au fur et à mesure, mais vendredi, c'était vraiment flagrant. Vendredi, j'avais l'impression que j'avais des élastiques accrochés au bras et que chaque fois que je levais le bras, c'était comme tirer sur un gros élastique, parce que c'est ça la gravité au final. La gravité, c'est l'équivalent d'un gros élastique qui retient tout au sol. Donc oui, la sensation de flotter, de légèreté, ça me manque. Ça rend plein de choses super faciles. Hein. Pour s'habiller en orbite, et ben hop, on saute dans son pantalon, on met les deux jambes en même temps, tac, c'est hyper facile. Sur Terre, là, surtout j'ai des problèmes d'équilibre, c'est un des trucs les plus difficiles que j'ai fait depuis samedi. Mais voilà, déplacer des charges très très lourdes dans la station spatiale, c'est vraiment rien du tout, c'est de la rigolade. On peut s'envoyer un équipement de 500 kg juste en le poussant du bout du doigt. Bon, ici, monter les escaliers, trimballer des sacs, voilà, ça me manquait pas. Ça, c'était mieux dans la station spatiale, par exemple. Sophie Bécheret, de France Inter. Y a-t-il rétrospectivement une émotion, un stress que vous avez dû affronter et pour lequel vous avez compris l'entraînement que vous aviez eu et l'utilité de ce qu'on vous avait enseigné ? Oui, je pense que moi, ce que j'aime vraiment bien dans l'entraînement, c'est que ça nous met dans des situations connues. Et ça désamorce complètement le stress. Ce qui peut faire peur, c'est l'inconnu, c'est de se dire on ne sait pas trop à quoi on va faire face. C'est ça qui met en situation de stress en fait. Quand on se retrouve dans une situation connue avec des repères, avec des procédures, tout de suite ça désamorce ça dégonfle le stress complètement. Donc le retour avec Oleg, c'est vraiment ça, c'est hyper structuré, on connaît par cœur, on sait ce qui va se passer à tel moment, on sait ce qu'on a besoin de dire, on sait ce qu'on a besoin de faire, et du coup on n'est pas surpris. Et il n'y a pas tellement de stress. Encore une fois, donc vraiment pour le retour et le lancement, c'est les phases les plus critiques. Donc il faut réagir vite. Et là, c'est là où on se raccroche vraiment à ce cadre qu'on a appris. Pour les sorties extravéhiculaires, c'est pareil. On s'était vraiment beaucoup entraîné. On savait presque par cœur la chorégraphie des mouvements qu'on allait faire. On avait appris nos longes sur quelle poignée on devait les déposer. Elles sont toutes numérotées, on savait tout ça par cœur, on aurait pu presque la faire les yeux fermés. Et ça aide énormément à ne pas ressentir de stress. Après, pendant la rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des choses qu'on n'a pas pu préparer, mais ça, moi, j'ai trouvé c'était plutôt les choses sympas. C'était vraiment le feu d'artifice quand on commence à rentrer dans l'atmosphère avec le freinage aérothermique, le bouclier thermique s'échauffe et s'érode, tout simplement. Donc, on voit des étincelles partir du côté des hublots. C'est vraiment des étincelles côté feu d'artifice. Et puis, au fur et à mesure, les hublots se carbonisent parce que la température atteint 1500 degrés, évidemment, à l'extérieur de la capsule. On est dans un plasma un peu rouge, et ça fait vraiment science-fiction. Là, je me croyais un peu dans un film à ce moment-là, parce qu'on aperçoit un peu le paysage. Déjà, on trouve que c'est très très bas, parce qu'on a vu tout ça à 450 km d'altitude, et là, on se retrouve à 80-90 km. Donc là, la première fois que j'ai regardé par la fenêtre pendant la rentrée, je me suis dit, oula, on est quand même beaucoup plus bas qu'avant. Et voilà, puis tout s'est enveloppé dans un lot un peu rouge de plasma. Et ensuite, les sensations du parachute qui sont plutôt sympas. Voilà, bon, mais là, je digresse un petit peu. Mais tout ça pour dire que non, plus les phases sont critiques dans le vol,
plus on s'entraîne, et l'entraînement fait qu'on se retrouve dans une situation connue qui diminue le stress. En fait, c'est aussi bête que ça. Sophie, oui. Oui, bonjour, Sophie Josselin de RTL. Vous avez atteint un degré de popularité assez exceptionnel pour un spationaute. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience quand vous étiez là-haut, dans la station? Et est-ce que vous craignez que ça s'arrête et qu'au bout de 6 mois, 1 an, on vous oublie? Non, j'en avais pas vraiment conscience parce que moi, j'étais pas entièrement connecté. En fait, moi, je prenais mes photos, encore une fois, sur ma pause du midi ou le soir, le week-end, je les triais, j'essayais d'en trouver des sympas et puis je les envoyais, je les postais ou je les envoyais à des gens au sol, à l'ESA qui m'aidaient à faire ça, évidemment, parce que j'aurais pas pu faire ça non plus complètement tout seul. Et puis j'avais pas tellement de retours en fait. On n'a pas vraiment internet dans la station, c'est tout un peu limité. On a des emails, etc. Mais je pouvais pas checker mes médias sociaux toute la journée. Donc moi j'avais pas de retour. C'était un peu en boucle ouverte. Moi j'envoyais mes choses et puis j'avais pas tellement de feedback. Alors on me disait voilà, t'as tant de followers, ah bon, super. Mais non, j'en ai pas vraiment fait l'expérience. Après, c'est pas un but en soi, hein. Moi je voulais partager cette mission-là encore une fois parce que moi, quand j'étais petit, j'aurais adoré suivre une mission dans l'espace. Ça aurait été absolument fantastique, mais je n'ai pas eu cette opportunité-là, parce que là, j'avoue mon âge, il n'y avait pas Internet quand j'avais 10-12 ans. Oui, non, peut-être pas, enfin, ça commençait, on va dire. Et voilà, et puis parce que moi, je pense qu'on a un devoir d'expliquer ce qu'on fait aux gens, parce qu'on le fait pour eux au final, puis on le fait avec de l'argent public, donc un devoir un peu de transparence. Mais j'ai rien à vendre de manière personnelle. Moi, j'ai pas besoin d'aller en tournée, de vendre un album ou de faire la promo d'un film ou de vendre une marque de chaussures. J'en sais rien. Donc c'est pas un but en soi. Si ça marche très bien, ça veut dire que les gens s'intéressent à l'espace. Ça veut dire qu'on a raison de le faire, ce dont moi je suis convaincu. Et puis ensuite, je pense pas que ce soit lié à moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais dans l'espace, mais comme l'a dit Jules, dans 6 mois, ce sera un autre. Et puis dans 6 mois après, ce sera encore un autre. Et puis voilà, c'est l'aventure en soi qui est importante, c'est pas tellement la personne. Pas tellement la personne. Question suivante. Ouais. À nouveau, Fabien Crombé de BFM TV. Vous avez dit que vous aviez changé de regard sur la Terre, donc j'aimerais savoir en quoi. Et ensuite, vos photos que vous avez prises, vous les avez prises en nous demandant de préserver notre environnement. Vous savez que les accords de Paris sont plus ou moins en danger en ce moment. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que vous avez un regard précis là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, le regard, il change parce que moi, je pense, en termes d'environnement, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre avec son intellect, en fait. Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, ça, on peut le comprendre, c'est les chiffres qu'on comprend. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous dépassent parce que c'est à une échelle globale et on n'est pas fait pour raisonner à une échelle qui dépasse vraiment complètement l'être humain. Des chiffres, à partir de 5,0, plus personne ne comprend ce que ça veut dire. On est capable de calculer avec, mais ça ne nous parle pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont assez abstraites. Et la chance que j'ai eue, moi, c'est que ce côté abstrait, il est devenu très concret parce que moi, j'en ai fait l'expérience avec mes sentiments, vraiment, avec mes sens, de voir la fragilité de la planète. C'est quelque chose de le comprendre avec son intellect au sol en se disant « Ah bah oui, la planète est fragile, faut faire attention ». C'est quelque chose d'autre de le voir et de le ressentir. Donc c'est en ça, je pense, que mon regard a un peu changé. Alors pas du tout au tout, parce que, encore une fois, c'est des choses que je savais, mais c'est des choses que j'ai confirmées vraiment au plus profond de moi. Et oui, ça m'a donné envie d'inciter les gens à faire plus pour l'environnement. Et quand je vois des décisions comme la décision du président américain, on ne va pas parler de politique, mais je vais me faire taper sur les doigts, je regarde Jules. Mais Pas du tout. De sortir de l'accord de Paris, moi je pense que c'est irresponsable. Je ne suis pas le seul, évidemment. Hein. Tout le monde, à peu près, la grande majorité des gens dans le monde pensent ça avec moi. Il va falloir s'organiser pour faire en sorte que ça marche quand même. Et si moi je peux avoir un rôle là-dedans pour inciter les gens, encore une fois en tant qu'acteur, pas politique, mais on va dire citoyen, d'inciter les gens à faire plus, je le ferai. Je le ferai parce que je pense que c'est important, parce qu'encore une fois, moi j'ai eu cette réalisation-là, mais je pense que les gens peuvent l'avoir, même sans aller dans l'espace évidemment. Donc moi je ferai de mon mieux pour faire en sorte qu'on continue sur le chemin dans lequel on s'était engagé, malgré les obstacles. Christine ? Vous aviez dit dans l'espace qu'il y avait des petites choses qui vous manquaient, comme par exemple une douche chaude ou du pain frais. Quels ont été vos premiers petits plaisirs quand vous êtes rentré sur Terre ? Alors mes premiers petits plaisirs, ça a été d'abord de retrouver ma compagne. C'était peut-être la chose qui me manquait le plus pendant toute cette mission.
Et puis ensuite, les gens ici de l'ESA avaient été vraiment sympas. Ils m'avaient préparé, donc ici, pas très loin, là où je suis hébergé pendant quelques jours, semaines, ils m'avaient préparé vraiment il y avait des petites surprises, il y avait du fromage, des choses comme ça que je n'avais pas pu manger depuis longtemps. Il y avait des petits cadeaux, donc ça c'était vraiment chouette. Le fromage, manger du fromage, ça fait un peu cliché du français, mais c'est vrai que mes coéquipiers américains se sont moqués de moi, mais c'est vrai, on n'a pas pu dans la station, et puis ça m'a manqué. La douche aussi, c'était un grand moment, même s'il a fallu que je la prenne assis, parce qu'au début l'équilibre n'était pas génial. Donc ma première douche, je l'ai prise assis sur un tabouret, mais elle a duré 10 minutes. Voilà. Oui. Lors d'Autriche Europe 1, est-ce que vous revenez aussi sur Terre avec un tempérament différent, avec une vision des choses différentes, avec un recul aussi que vous avez sans doute pris dans l'espace? Est-ce que vous vous trouvez un peu changé? Je me trouve changé. Encore une fois, ça a confirmé des choses. On a parlé d'environnement tout à l'heure, donc ça c'est vraiment un effet. Et ça m'est pas arrivé qu'à moi, je le vois chez tous mes collègues. On revient avec cette conscience vraiment aiguë de la fragilité de la Terre. Parce qu'on s'est retrouvé dans cette même situation, de se retrouver dans l'espace, dans un vaisseau spatial dont il faut préserver les ressources. La planète, c'est jamais qu'un gros vaisseau spatial avec beaucoup de ressources, mais il faut quand même les préserver. Donc il y a ce changement-là dont on a parlé. Ensuite, moi j'ai vu qu'on pouvait vraiment réaliser des choses incroyables. La station spatiale, on s'y est habitué, et j'allais presque dire c'est dommage parce qu'on est victime de notre succès. On se dit oui, une station spatiale, on envoie des mecs, ils reviennent, etc. Bon, c'est la routine, quoi. Non, c'est pas la routine. C'est vraiment une prouesse à chaque fois qu'on arrive à envoyer des gens, à chaque fois qu'on arrive à envoyer du ravitaillement. Moi j'ai vu ce que ça demandait en termes de travail, en termes d'intelligence des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne, de la NASA et des partenaires. C'est vraiment pas quelque chose de routinier, même si on arrive à le faire tous les jours et que ça se passe bien. Donc ça m'a donné vraiment confiance en plein de choses. Ça m'a donné confiance en la coopération internationale. Nous, on le fait tous les jours au sein de l'Agence spatiale européenne. Et puis on va même étendre un peu cette coopération-là à des partenaires, comme je l'ai dit, la NASA, les Russes, les Canadiens, les Japonais. Donc ça marche. C'est pas une vue de l'esprit. L'Europe, ça marche. C'est pas facile. C'est pas toujours facile de faire marcher l'Europe, mais ça marche. Nous, on le voit tous les jours ici au Centre des astronautes, on le voit tous les jours au sein de l'ESA. Ça nous permet de faire des choses qu'on serait incapable de faire tout seul. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est pas spécialement facile. Oui, parfois, il faut discuter, il faut trouver un juste milieu, etc. Mais ça nous permet de faire des choses qu'on serait incapable de faire tout seul. Voilà, ça je le savais avant, mais de m'être retrouvé dans la station spatiale, encore une fois, c'est la confirmation des confirmations. On a senti, lors des adieux, que vous aviez noué des liens particuliers avec Peggy. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi c'est dû? Et est-ce qu'il vous semble opportun que pour des futures expéditions lointaines, les astronautes co-choisissent avec les responsables leur équipage? Est-ce que c'est important pour l'avenir de ne pas partir avec des gens qu'on connaît trop peu? Oui, alors effectivement, on a tissé des liens très très forts au sein de l'équipage, pas seulement avec Peggy, mais aussi avec Oleg, avec Shane, avec tous les autres. Mais évidemment, moi je pense que ce qui fait l'intensité des liens qu'on partage avec les gens, souvent c'est ce qu'on vit ensemble. Pourquoi nos amis de quand on est étudiant sont souvent des amis pour la vie? Parce qu'on a vécu des trucs incroyables, parce que c'est à cet âge-là qu'on vit des choses incroyables, qu'on fait des découvertes, qu'on apprend. C'est ça qui fait que les liens sont forts. Donc là, évidemment, ce principe-là s'applique pleinement. On vit des choses complètement incroyables. On risque notre vie ensemble, il faut quand même le dire, même si ça, encore une fois, ça marche toujours bien, et tant mieux. C'est quand même un niveau de risque important. Et ça crée des liens très très forts. Ensuite, on a vécu ensemble en milieu fermé pendant 6 mois. Il faut bien voir que moi, je n'ai pas vu de nouvelles têtes depuis le mois de novembre. Donc c'est quand même un peu spécial. On se referme un peu sur nous-mêmes, on fonctionne un peu comme une famille en fait. En plus, on vit ensemble, on mange ensemble, on a nos loisirs ensemble, donc on fait vraiment tout ensemble. Donc c'est important de bien s'entendre. Et puis voilà, avec Peggy, c'est vrai qu'on s'est très très bien entendu, mais parce qu'elle est facile à vivre et qu'elle a toutes les qualités, je pense, pour les vols de longue durée. C'est pour ça qu'elle a la carrière aussi brillante qu'elle a. Il faut rappeler qu'elle va battre tous les records, je pense, c'est sûr, même de durée, de jours dans l'espace au cours de ce vol. Donc, encore une fois, un petit pincement au cœur quand on l'a laissé derrière. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question,
Est-ce que c'est important que les gens se choisissent mutuellement? Moi, j'ai envie de répondre oui. Alors évidemment, je ne sais pas si on me demandera mon avis à moi, mais je pense que ça fait une différence. Ça fait une différence. On arrive à fonctionner avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément hyper bien, parce que les astronautes, il y en a beaucoup, hein, en plus. Encore une fois, les équipages sont internationaux. Donc moi, même si je m'entends bien avec mes collègues européens, j'ai aussi des collègues américains, russes avec lesquels je volerai. Ça fait une différence. On arrive à fonctionner, je pense, parce qu'on est tous professionnels, avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas forcément. Mais si on s'entend avec les gens, je pense que ça nous permet d'atteindre un peu cette vitesse supérieure qui fait qu'on réalise encore plus à bord. Et à mon avis, pour une mission au long cours, ce sera important d'avoir des équipages le plus compatibles possible. On est tous compatibles, on va dire, à minima, de par la sélection, parce qu'on a été sélectionné pour ça. Mais ce surplus de relations humaines, on va dire, à mon avis, il fera une grosse différence. Ouais. Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace, vous parliez de Peggy Whitson qui n'est pas redescendue. Je crois que ça vous a permis de faire descendre plus de choses dans le Soyouz, puisqu'il fallait compenser son absence. Question un petit peu intéressée aussi, est-ce que vous avez pu ramener la pierre de Mars? Alors, la pierre de Mars, je la ramenais de toute façon, parce que la pierre de Mars, elle faisait partie de mon petit paquet à moi qui fait 1,5 kg, qui était mes bagages à bord du Soyouz, dans laquelle j'avais pas seulement cette pierre de Mars, mais aussi des objets personnels pour moi, pour mes amis, pour mes proches. Donc elle est redescendue, hein, elle est revenue sur Terre, elle n'est pas en ma possession en ce moment, parce que tout ça, ça passe par les mains d'Energia, la compagnie russe d'État qui construit le Soyouz. On va me les remettre la prochaine fois que je vais à Moscou, toutes mes affaires personnelles, donc ce sera à la fin du mois de juillet. Oui, c'est ça. Voilà, donc oui, elle est redescendue, mais elle n'est pas redescendue dans ce siège de droite. Dans ce siège de droite, il y avait beaucoup d'équipements qu'il a fallu remplacer, des analyses de sang, des choses comme ça. Mais non, celle-là, elle était dans mon petit kit personnel. Voilà. Is the next question in English? Je ne parle qu'en anglais, si vous me permettez. You Okay. can translate if it's. Thank you. Okay. I want to ask you about the scale of the program. The International Space Station has multiple audiences, and it has critics and enthusiasts. And what is it that people cannot quite grasp after you have been there and have experienced it? What is it that these broad audiences of the space station perhaps need to get from the experiential perspective you just had as an astronaut? Donc, si on peut faire la réponse en anglais et juste après traduire l'idée en français. Merci. So it's a huge program indeed. I think it's probably the most ambitious program that was ever, conceived, as far as I can tell. What's so big that it cannot be grasped by the general audience? I think just the sheer size of the station itself. I mean, people don't have any idea, and pictures don't do it justice really, because it's so huge. And even from us, from inside the station, from outside the station, you cannot really capture the entire space station. It's like a 3D maze of technology, and that's the feeling you have when you go out in your spacesuit, and it would take forever to go from one end to the space station to the other end. So this is probably something that people have a hard time realizing, because we have a hard time realizing it, even though we train for that. The other thing is, I think, how difficult it is, really, in terms of engineering and technology and work to keep the station flying, and how professional the people have to be on the ground. And that's really what I found out when I was on the space station, that the work of all these people on the ground is really what keeps us safe. It's not all about the astronauts at all. I mean, people see us more because we're on the space station and we're on Facebook and on Twitter, but certainly there wouldn't be a space station without the hard work of all the people making it happen every day. And that was a huge realization for me throughout the training and the mission. Donc, question sur l'étendue du programme, à quel point ce programme de la Station spatiale internationale est large, comprend beaucoup de personnel dans 15 pays différents, avec 11 langues différentes, des gouvernements qui changent tous les 4 à 7 ans, pas en même temps, bien sûr, ce serait trop facile. Donc, quelle est votre vision du programme ? Et donc, moi, la réponse que je fais à ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont que les gens ont du mal à réaliser de par la taille du programme de la station. Déjà, la taille physique, je pense, de la station spatiale, et on a du mal à le voir. Elle est là, la station spatiale. On voit des maquettes, on voit des photos, mais en vrai, c'est quand même complètement incroyable. Quand on s'est arrimé avec le Soyouz, moi, je me tordais un petit peu le cou pour voir la station spatiale arriver. Je la voyais sur mon écran, mais ça, je l'avais déjà vu 100 fois au simulateur, donc ça m'intéressait un peu moins.
J'ai essayé de la regarder par le hublot. Et au dernier moment, quand je l'ai vue, ça m'a paru complètement dingue. Là, c'est vraiment un film de science-fiction avec le vaisseau mère et le petit vaisseau qui vient s'arrimer, là, l'étoile noire de Star Wars ou je sais pas quoi. C'est vraiment cette sensation-là. On n'arrive même pas à la prendre en photo en entier, que ce soit en sortie extravéhiculaire, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc vraiment, les dimensions de cet objet sont dingues. Et ça, même nous, on s'en rend pas vraiment compte avant d'y vivre. Donc ça, c'est le côté un peu physique. Et puis la dimension du programme, vraiment, moi, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont un rôle critique au sol et dont le travail nous permet à nous de simplement d'être en sécurité en orbite et de faire notre travail. Donc on voit beaucoup les astronautes, évidemment, parce qu'on est le bout de la chaîne. Mais ce que moi j'ai réalisé, je le savais un petit peu avant, mais encore une fois ça a été confirmé, c'est que tous les jours, c'est un exploit technique, on va dire, qui est fait par les équipes au sol, de la NASA, de l'ESA et des partenaires. Et ça, il faut le dire, parce que je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques principales du programme, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au sol pour que peu de gens travaillent en orbite. Et c'est un modèle d'ailleurs de coopération pour l'avenir, bien sûr, pour les projets futurs. On a ici à l'EAC, au Centre des astronautes, un projet qui s'appelle Spaceship ESC. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ce projet. On en a un qui est ici qui voudrait te poser une question. Vas-y. De métier beaucoup plus international qu'astronaute. Enfin, on voit le nombre de nations qui sont impliquées dans le projet de l'ISS. Et pourtant, c'est un des rares métiers où on a un nom différent en fonction du pays d'où on vient. Astronaute, spationaute, cosmonaute. Est-ce que pour vous, il y a une différence? Est-ce que vous vous sentez plus astronaute, spationaute, cosmonaute? Ou est-ce que c'est indifférent? Qu'est-ce que ça peut apporter, cette différence de sémantique en fait? C'est vrai que les programmes spatiaux et de vol habité ont été nationaux au départ. Hein. Tu sais, on le sait tous, c'est issu de la guerre froide, beaucoup les vols habités. Mais je pense que ça change petit à petit. Et la meilleure preuve de ça, tu sais, nous, on a été... Avant, en France, on dit spationaute. Ce qui, étymologiquement, est quand même plus correct, parce que c'est celui qui voyage dans l'espace et pas dans les étoiles. On ne va pas dans les étoiles. Les étoiles, c'est quand même super loin. Donc, astronaute, c'est pas hyper correct étymologiquement. Mais comme c'est le nom anglo-saxon, en général, ça gagne toujours à la fin. Mais voilà, tout ça pour dire que nous, on a été recrutés au niveau européen. Nous, on est la première promotion d'astronautes de l'ESA qui a été recrutée au niveau européen. Avant, il y avait des recrutements nationaux et ensuite, chaque pays présentait son champion à l'ESA. Donc nous, on n'a pas fait ça. On a fait vraiment ça de manière européenne. Et du coup, nous, on a dit astronaute quasiment dès le début. Donc moi, j'ai pas grandi, entre guillemets, en disant spationaute, j'ai plutôt dit astronaute. C'est vrai que les Russes disent cosmonaute. Bon, moi, je trouve qu'au final, c'est pas très important. Cette différence-là, elle s'efface petit à petit, et c'est normal, on le voit dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est pareil, il y a des choses qui deviennent de plus en plus internationales. Mais tant mieux au final, ça simplifie les choses. Moi je ne suis pas arc-bouté au terme français, je trouve ça bien qu'on en ait un, c'est bien. Si on m'appelle astronaute, ça ne me vexe pas, si on m'appelle cosmonaute, ça ne me vexe pas. Tout ça c'est synonyme, ce qui compte c'est qu'au final, on fait tous le même boulot, je pense. Sophie ? À propos de vos photos, certains ont regretté qu'elles n'aient qu'une valeur esthétique. Les Belges, par exemple, auraient bien aimé qu'on les utilise pour moins gaspiller l'énergie, puisque c'est un pays extrêmement éclairé. Certains ont regretté qu'on ne voit pas assez les zones de conflit. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être leur donner une dimension plus politique, ou simplement s'extasier de la beauté et de la fragilité de la Terre? En dessous, il y a des hommes et il y a des enjeux. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'on ne peut pas tout me demander. Moi, je ne vais pas résoudre les conflits du monde juste parce que je vais dans la station spatiale. Je pense qu'il y a un travail à faire sur ces photos qui n'est pas le mien. Et après, qui est le travail des gens. Si les gens ont envie de dire, bah oui, la Belgique est trop éclairée la nuit, il faut plus éclairer les autoroutes, parce qu'on a vu les photos de Thomas Pesquet, très bien. Est-ce que, moi, on ne m'a pas envoyé non plus dans l'espace pour dire que la Belgique est trop éclairée? Donc moi, je pense que premièrement, la première chose dont il faut se rendre compte, c'est se rendre compte de la beauté de la Terre. Donc ça, c'est déjà bien. Si les gens arrivent à faire ça avec mes photos, tant mieux. Et ensuite, des photos de zones de conflit, moi j'ai essayé d'en prendre. Après, je sais pas. Moi j'avoue que ça m'a laissé un peu dubitatif parce que j'ai pas forcément compris ce que les gens attendent. Évidemment que la guerre, c'est mal. Mais au-delà de dire la guerre, c'est mal et de montrer une photo de zone de conflit, je ne sais pas trop bien ce que moi je pouvais faire. Ensuite, au sol, il faut se servir de ça si on veut, il faut faire passer des messages. Mais encore une fois, tout ça, moi, c'est une activité quelque part
privé que j'ai fait dans l'espace. Moi, je suis pas reporter, je suis même pas photographe. Je suis même pas photographe professionnel du tout. Moi, je suis parti dans la station spatiale, j'étais complètement nul en photo, faut quand même le savoir. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. À la mission prochaine, eh ben, peut-être qu'on fera encore mieux. Mais je pense qu'après, il faut pas. Je pense qu'après, il y a un travail qui est aux gens de faire. C'est pas à moi de le faire, ce travail-là. Moi, j'essaie de faire passer des idées, et ensuite, il faut que les gens se saisissent de ça, et puis attrapent un peu la balle au bon et en parlent. Mais me reprocher de ne pas avoir fait assez de photos de zones de conflit, je sais pas. Moi, j'ai essayé d'en faire, mais encore une fois, on m'a pas envoyé pour ça. Et puis, c'est pas tellement la vocation d'une mission spatiale scientifique. Moi, j'essaie de parler d'éducation, j'essaie de parler d'environnement. J'ai fait des photos de zones de conflit autant que je le pouvais, mais je sais pas. Je pense qu'après, il y a un travail à faire qui n'est pas forcément le mien et qu'il faut que les gens fassent pour eux, je pense. On a encore le temps pour 2 ou 3 questions. Même si c'est une expérience incroyable, est-ce qu'il y a un moment où de ne pas voir ses proches, on a un coup de blues, ça se passe moins bien dans la tête, et comment on gère ça? Oui, 6 mois, c'est très long, hein, évidemment. Et puis, l'être humain s'habitue à tout, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. On rend ce qui est autour de nous normal, parce que sinon on ne peut pas fonctionner. Tu peux fonctionner que dans un environnement normal. Donc au début, tu es dans la station, tu rebondis contre les murs, c'est génial, c'est super. Mais au bout d'un moment, il faut que tu réduises un peu l'intensité du curseur, parce que sinon tu ne peux pas bosser, tu ne peux pas fonctionner. Donc au bout d'un moment, ça devient normal. Tu voles, c'est comme ça. On regarde la Terre à 450 km d'altitude, ça devient normal. Alors c'est toujours fantastique, mais c'est ton environnement normal. Le risque, en rendant les choses normales, c'est qu'après, on s'attarde un peu sur les trucs pas super. Donc effectivement, le confort dans la station spatiale, c'est plutôt du camping, hein, c'est pas du 5 étoiles, on est d'accord. Les proches nous manquent, etc. Donc c'est facile de se laisser aller parfois à des moments parfois d'agacement, hein. Parfois on se dit oh là là, mais ça marche jamais, oh là là, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir des toilettes un peu plus confortables, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais et ben dans ces moments-là, je pense qu'il faut essayer de prendre un peu ce recul justement et de se dire non, attends, même si j'ai rendu ça normal, c'est quand même complètement exceptionnel. Le côté positif est tellement plus important que les petits côtés négatifs, que voilà, il faut lever le nez de sa copie, se dire voilà, non, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, ok, ça marche pas tout le temps, mais c'est dans l'espace. Tu vois, parfois le téléphone pour appeler sa famille, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Mais on est dans l'espace et on peut appeler sa famille au téléphone, c'est quand même complètement incroyable. Donc plutôt que s'énerver et de se dire ça marche pas, ça fait 3 fois de suite ça marche pas, il faut se dire attends, les 100 fois d'avant ça marchait bien. Il faut essayer de faire ce boulot-là un peu psychologique. Et ça, la meilleure manière de faire ça, je pense que c'est aussi via les gens en fait. Quand on a un autre regard, ça permet de se remettre un peu dans le contexte. Nous, encore une fois, on est un peu parfois toujours la tête dans le guidon, de parler à ses proches, de parler à ses amis, ça permet de se voir un peu d'un autre regard et de se dire non, oui, attends, il y a des trucs qui marchent pas, mais quand même, c'est à 99,9999% positif. Donc il faut être capable de faire cette gymnastique-là, sinon, encore une fois, au bout d'un moment, on s'attarde un peu trop sur les côtés négatifs. Christine. L'essentiel des expériences scientifiques que vous avez fait là, vous les avez fait sur vous-même. Comment est-ce que vous vivez le fait d'être devenu un cobaye? Et puis, est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur que votre corps ne redevienne pas comme il était avant? Bonne question. Alors, on m'a promis que tout était réversible, hein, donc je ne sais pas si c'était vrai, mais non, c'est vrai qu'il devait y avoir une clause quelque part dans le contrat qui disait ton corps appartiendra en totalité à l'ESA, qui pourra en disposer comme bon lui semble. Cette clause-là, je l'ai un peu ratée au moment de la signature. Mais non, encore une fois, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot de finir les expériences au sol. C'est vrai que quand on fait des prises de sang et qu'il y a 22 éprouvettes qui arrivent, on se dit « Ouh, c'est sympa ». Mais c'est comme ça et ça ne marche plus. Je vais utiliser tous les micros de l'EAC, un par un. Donc non, ça fait partie du boulot. Et puis en ce moment, je suis tellement content d'être rentré et d'avoir retrouvé mes proches, etc. Et d'être sur Terre et d'avoir plein de choses qui m'ont manqué pendant 6 mois, qu'on me dit tiens, Thomas, prise de sang. Je dis mais oui, super, pas de problème, allons-y, prise de sang. Peut-être que dans quelques semaines, j'en aurai un peu marre, mais pour l'instant, ça va. Et est-ce que j'ai peur d'avoir eu des séquelles un peu permanentes? Non, écoute, je pense pas. Moi, j'ai la chance d'être assez jeune, hein, pour un astronaute, 39 ans maintenant au retour de la mission.
Je pense que sur le système musculaire, sur le squelette, tout ça, ça revient assez bien. Il y a des changements de vision qui peuvent arriver, qui peuvent être un peu permanents. Mais moi, j'ai fait mes tests de vision hier et c'est pareil qu'à l'aller. Donc ça, c'est bien, j'étais content. Je pense pas. Je pense que pour l'instant, la première mission, quand on est plutôt jeune, ça se passe bien. Après, si on fait beaucoup de missions et qu'on commence à cumuler le temps dans l'espace, évidemment, on cumule les effets. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais moi, pour l'instant, non, je ne m'inquiète pas. Pour l'instant, ça va. Sophie ? C'est encore moi. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Oui. À gauche, elle s'appelle Emma, elle a 10 ans, donc vous l'avez inspirée. Elle a fait son blog et elle a même fabriqué sa combinaison. Donc voilà, elle voulait avoir un petit mot de vous et moi j'aimerais savoir si à votre avis sa combinaison, elle va lui permettre d'aller loin. Est-ce qu'on peut la voir ? Oui, bien sûr. Je sais pas, c'est super mignon, mais ça, tu vois, c'est super. C'est vraiment un des trucs. Je pense que si ça peut encourager les enfants. Alors évidemment, il y a tout le boulot vraiment scientifique et technique qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais en plus de ça, le petit supplément qui moi me fait chaud au cœur, c'est que ça inspire des gens et puis ça les pousse à donner un peu le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est ça qui est super dans l'exploration spatiale, c'est qu'il y a le côté technique scientifique qui est déjà super en lui-même, mais il y a le supplément de rêve. Et si on a pu inspirer des enfants, des jeunes, pour leur dire que travailler à l'école, c'est pour leur bien, qu'on peut réaliser ses rêves, que c'est jamais facile, mais que c'est possible, des choses comme ça, moi je pense qu'on aura quand même pas mal réussi la mission. Donc oui, est-ce que son scaphandre lui permettra de survivre à une sortie extravéhiculaire ? Je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot, mais c'est déjà un super bon début. Et puis oui, évidemment, moi je trouve ça super mignon. Et puis ouais, je vais lui écrire un petit mot, évidemment. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, encore une dernière question. Il y en a deux même. Donc, on a encore un petit À peu de temps. propos de l'overview effect, on a parlé tout à l'heure de la conscience environnementale, mais la dimension mystique, la relation qu'on peut avoir avec la Terre, est-ce que vous avez ressenti quelque chose comme ça ? Est-ce que vous seriez désormais capable, si vous croisez un astronaute, de dire « Ah, celui-là, il a vécu comme moi des choses identiques » ou pas ? Je sais pas, mais moi, bizarrement, sans mauvais jeu de mots, on est tous un peu terre à terre. Enfin, moi, j'ai trouvé on est des gens très pratiques. Les profils qu'on envoie dans l'espace, des gens très pratiques, un peu techniques, etc. C'est vrai que parfois, en regardant dans la cupola, on se dit mais c'est quand même incroyable qu'il y ait cet océan de vie, parce que la Terre, comparée au reste de l'univers, c'est quand même un contraste assez dingue. C'est le vide total, les conditions les plus hostiles à la vie qu'on peut imaginer, et ça, on le ressent encore une fois quand on est dans la station spatiale. Puis on regarde en bas, et là, ça foisonne de vie, tout est beau, enfin, du moins vu de l'espace, tout est beau, tout est formidable. Je sais que c'est pas le cas sur la Terre, mais donc ça peut amener à se poser des questions. Moi, j'ai pas tellement eu le temps ni le loisir de me les poser pendant la mission, mais je pense que c'est des choses qui après peuvent se développer. Les gens peuvent développer leurs réflexions. Et puis, il y en a qui font ça d'ailleurs. Il y a des gens comme Ron Garan qui ont quitté le corps des astronautes pour ensuite se lancer un peu suivre ces pistes-là. Moi, j'en suis pas là, je pense, dans ma réflexion, mais ça va venir, je pense. C'est des choses qui se font un peu plus au long cours. Vous souhaitez repartir dans l'espace, vous rêvez de Mars. Est-ce que c'est compris par votre entourage ? Parce que partir 6 mois seul, est-ce qu'il faut avoir un côté égoïste ou un côté aimer la solitude ? Qu'est-ce qui vous pousse à déjà rêver d'y retourner ? Oui, je pense que, alors, on ne va pas y retourner tout de suite quand même. Il va falloir en parler avec ma compagne en premier lieu. Et puis moi, il va falloir que je me remette en forme. Mais je pense qu'on a un côté un peu explorateur. C'est comme les gars qui font des traversées en bateau. On est toujours très content de revenir et puis on est très content de repartir, en fait. Il faut, peut-être qu'il faut un côté marin breton un peu bourru pour aller se lancer sur les mers. Il faut peut-être avoir ce côté-là un peu solitaire pour partir dans l'espace. Est-ce que c'est égoïste ? Oui, peut-être un peu, parce que c'est difficile pour l'entourage et pour les proches, et puis que quelque part, à un moment, il faut quand même bien dire ce qui est. On privilégie son aventure à soi par rapport au confort global des proches, donc il faut essayer d'équilibrer ça du mieux qu'on peut. Après, moi, j'aime à croire que c'est pas non plus complètement égoïste, parce qu'encore une fois, on le fait pas que pour soi. Moi, ce métier, cette mission, aller dans l'espace, c'est mon rêve à moi, mais moi, je suis persuadé aussi que c'est utile, qu'on le fait quelque part pour les gens, et puis qu'on a un rôle un peu de service, qu'on essaie de rendre la vie meilleure à notre petite échelle, par la science, par l'exploration, par l'inspiration, par le rêve.
Donc ça ne peut pas être complètement égoïste. Voilà. C'est repartir dans l'espace, oui, ça m'attirera, aller de plus en plus loin, oui, parce qu'on a ce côté explorateur au sein du corps des astronautes. Quand il faudra aller plus loin, on lèvera tous la main en même temps. Après, ce sera le boulot de quelqu'un de choisir qui part et qui reste. Mais oui, mais encore une fois, c'est pas l'exploration spatiale. Ce qui compte, c'est que ça continue. Mars, ce qui compte, c'est qu'on y aille. Est-ce que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas tellement important, mais c'est qu'on y aille, c'est que l'Europe, que la France fasse partie de cette aventure-là, parce que les bénéfices sont incroyables pour la société, je pense, et puis parce que c'est l'aventure humaine qu'il faut continuer du mieux qu'on peut. Une dernière question. Alors justement, là, vous avez passé 196 jours dans l'ISS. Un voyage vers Mars, ce sera plutôt dans les 2 ans. Est-ce que vous vous sentez capable de tenir cette durée sans sentir l'air frais, sans voir la lumière du jour? Il y a des gens qui l'ont fait au sol, qui ont fait des voyages sur Mars au sol, donc il faut leur poser la question à eux. Mais non, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui vraiment qui maintiennent l'esprit en alerte. Le premier, c'est la conscience de la durée. En fait, là, je savais que j'étais parti pour 6 mois. Et souvent, dans tous les voyages, à partir de la moitié, on a un petit coup de blues où on commence vraiment à regarder vers le retour. Parce qu'on sait que quelque part, il y a un mécanisme qui nous dit, voilà, on a fait la moitié, et donc jusque 3-4 mois, ça va, et après 4, 5, 6 mois, on pense de plus en plus au retour. C'est normal, ça arrive dans tous les voyages, je pense. Donc partir pour 2 ans, si on le sait qu'on part pour 2 ans, on aura le même phénomène, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on s'y habitue. Ensuite, l'autre motivation, c'est de faire quelque chose d'exceptionnel. Je pense que si le prix, alors encore une fois, c'est pas un prix pour nous, mais si l'accomplishment, je me tourne vers Jules qui va me donner le bon mot en français que je cherche. La réussite, le succès. Voilà, il m'a bien aidé. Si le succès est à la hauteur de l'investissement, on peut résister à beaucoup de choses. Moi, partir 2 ans loin de chez moi pour rien, ce serait difficile. Partir 2 ans loin de chez moi en me disant que ça y est, au sein d'une mission internationale, on va aller vers Mars pour la première fois, ça va être complètement incroyable. Ce sera l'aventure humaine du 21e siècle. On se met dans des conditions psychologiques un peu différentes et puis on peut endurer un peu plus. Donc je pense que c'est un peu un contrat avec soi-même et il faut en avoir conscience. Je ne suis pas ton prof de français quand même. C'est vrai. Juste pour être clair. Imaginez-vous DRH à l'ESA, on vous demande de sélectionner le prochain ou les prochains candidats vers Mars, si ce n'est vous, qui? Donc là c'est un peu d'introspection, quoi. Quelle qualité il faut? Physique non, on sait, mais psychologique? Oui, c'est une bonne question. Encore une fois, il ne faudra pas forcément prendre les super cracks dans une matière, mais il faudra être à peu près bon dans tout parce qu'on ne sait pas à quoi on va devoir faire face. Une mission vers Mars, moi, la mission, je parlais 75% d'entraînement, 25% de tâches surprises. Une mission vers Mars, des tâches surprises, elle risque d'en avoir un peu plus que 25%. Donc il faudra prendre des gens qui sont capables de faire face à tout ça. Il faudra prendre des gens qui sont complémentaires. Et je pense qu'il faudra prendre des joueurs d'équipe. Et ce sera vraiment, vraiment, vraiment super important. On ne peut pas se permettre d'avoir un gars qui tire la couverture à lui. Des choses aussi bêtes que dans la station, la nourriture, c'est un peu toujours la même. Et si, je ne sais pas, si tout le monde aime bien la même chose, ça disparaît très, très vite. Donc s'il y a un gars qui se dit « Ah ouais, non, mais le dessert à la cerise, tout le monde l'aime bien, donc je vais le manger hyper vite tous les mois, comme ça, c'est moi qui aurai les 3 desserts à la cerise tous les mois, et machin », ça crée des tensions. C'est bête, mais sur une mission au long cours où on vit en vase clos, des trucs comme ça ne peut pas marcher. Donc il faut des gens, au contraire, et nous, ce qui se passait avec Peggy, et de manière complètement naturelle avec Peggy et Shane, on se rendait compte que d'autres gens aimaient bien un truc, on ne le mangeait pas. On ne mangeait pas de manière à ce qu'eux puissent l'avoir. Et c'est vrai, c'est tout bête, mais moi je me suis rendu compte à 2 mois de la mission que tout le monde faisait ça. C'est quand même dingue, sans l'avoir coordonné. Tu vois, tu repères que les gens aiment bien un mets particulier, toi tu t'interdis de le manger parce que tu sais que ça leur fait plaisir à eux. Et on le faisait tous comme ça, et tout le monde était content. Donc tu vois, c'est vraiment ce genre de qualité-là, à mon avis, de team player qu'il va falloir pour des missions vers Mars. Nous en sommes donc maintenant à 8 dernières questions. Est-ce qu'il y a une 9e dernière question? C'était la dernière question. Merci beaucoup Thomas. Merci de nous avoir suivis sur livestream.com. On va faire quelques photos. Et sur ces mots, à très bientôt. Merci à tous.